Et donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, mon nom, c'est Cédric Hermans. Donc, je suis le modérateur ce soir, également éditeur en chef de Louvain Médical. Et avec Isabelle Islas, on a donc mis sur pied ce nouveau webinaire. Et ce soir, il sera consacré à une thérapie extrêmement innovante, les thérapies cellulaires. Et j'ai le grand plaisir de convier mon collaborateur, Guillaume Nachi. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de te retrouver ce soir. Je crois que c'est ta première expérience de webinaire de Louvain Médical. Guillaume est interpellé par la grande participation de nos webinaires. Ben, ça, c'est grâce à vous. Et donc, Guillaume, tu as rejoint le service il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et donc, tu es passionné par les greffes, mais aussi par les thérapies innovantes, notamment ce qu'on appelle les CAR T-cells. C'est utiliser nos lymphocytes, les lymphocytes de nos patients pour les traiter, les guérir. Et c'est vraiment révolutionnaire. Et ce que tu vas faire là, tu vas essayer tu vas partager ce que c'est que cette nouvelle thérapie. Et je te laisse pour ça une bonne quarantaine de minutes. Guillaume, voilà. Donc, je m'appelle Guillaume Nachi, je suis dirigé par le professeur à Saint-Luc. J'ai certains conflits d'intérêts qui sont en lien avec mon domaine d'expertise dans les thérapies cellulaires. Comme dit souvent Cédric, si vous n'y connaissez rien, on ne proposera probablement jamais de donner votre avis. Mais ça doit être mentionné ce soir. Et un autre élément qui doit absolument être mentionné, et largement remercié, c'est le soutien éducationnel de la part de la société pharmaceutique Kite, qui est une des sociétés pharmaceutiques de haut niveau qui participe à l'évolution du traitement du lymphome via l'apport des immunothérapies cellulaires de type CAR T-cell en routine clinique. Alors, on va commencer d'emblée avec donc vous savez que tous les cancers sont soumis à une certaine pression du système immunitaire. Et je vous ai remis ici les différents éléments qui permettent, les différentes étapes qui participent à la reconnaissance de l'antigène tumoral, les différentes étapes qui permettent le contrôle du cancer par le système immunitaire, étant donné que ça tout aussi bien. Moi, chaque jour, dans chacun de nos organes, une cellule cancéreuse émerge et elle détruit. Ces différentes étapes dans la reconnaissance et dans l'action du système immunitaire, que ce soit sur son volet cellulaire ou tumoral, peuvent être actionnées ou optimisées. Quelqu'un qui a ouvert son micro. Voilà. Et donc, ces différentes étapes peuvent être actionnées, si je puis dire, par différentes immunothérapies qui ont offert une série de nouveaux succès dans le combat contre le cancer au cours des 25 dernières années. Et vous voyez que ces étapes peuvent être plus ou moins complexes, plus ou moins multidimensionnel et éventuellement avec un effet direct, cytotoxique de certains anticorps monoclonaux via la stabilité de certaines synapses immunitaires avec les cellules effectrices et puis alors via cette voie plus complexe qui est la levée des freins immunitaires contre la mère de toutes les immunothérapies ayant été la greffe de cellules souches. Je vous propose cette petite ligne du temps qui retrace les 45 dernières années avec l'émergence au cours des années 2000 de ce nouveau type d'immunothérapie cellulaire que deviendront les CAR T-cells, qui sont aujourd'hui de manière quasi quotidienne en clinique et qui ont permis à Émilie, que vous voyez sur la droite, d'être la première patiente atteinte d'une leucémie lymphoblastique aiguë B qui a été traitée et guérie par ce type de traitement anticancéreux début des années 2010. Et Émilie termine actuellement ses études de médecine aux États-Unis
le lien et l'éventuel facteur positif liant l'exposition des corticènes et la réussite des études de médecine n'a pas encore été démontré. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans les détails de ce type de traitement, pour rentrer dans les détails moléculaires de ce type de traitement, et ce sera les deux seuls diaphragmes techniques mais qui permettent de comprendre le concept, on a donc CAR, veut dire récepteur antigène chimérique, chimeric antigen receptor. L'aspect chimérique au sein de cette molécule, de cette protéine qui est produite par la chimie génétique. Pour reprendre le concept moléculaire, l'idée est que vous pouvez fusionner. Hop. Désolé, c'était difficile de se concentrer à ce moment-là. Donc, l'idée est de fusionner et de créer dans son plus simple appareil une protéine qui a la capacité, d'une part, sur le versant extracellulaire, de reconnaître sa cible, à savoir ici l'antigène tumoral, et d'autre part, d'être connectée, si je puis dire, à la capacité de transduction du signal du récepteur des lymphocytes T. Ça, c'est le principe général du CAR, de telle manière à avoir des lymphocytes T qui soient spécifiques d'une cible donnée. Ici, en l'occurrence, pour un cancer, mais virtuellement, ciblable pour n'importe quoi. Et donc, vous voyez sur cette slide que l'idée, et c'est exactement ça qui se passe, vous avez la partie extracellulaire qui vient d'une immunoglobuline, donc d'un anticorps, qui a la capacité et l'affinité de reconnaissance du type clé-serrure d'un antigène extrêmement spécifique, et cette capacité de reconnaissance d'un anticorps est fusionnée avec la partie simplifiée d'un récepteur de lymphocyte T qui permet la transduction du signal une fois que l'antigène, donc la cible, est reconnue, puis l'activation du lymphocyte T et donc de sa fonction effectrice de tueur de la cellule cible. Okay, donc ça, c'est le grand principe de ces récepteurs chimériques. C'est pour ça qu'on appelle ça des CAR T-cells, c'est-à-dire des lymphocytes T porteurs d'une modification génétique. Alors, cette idée, qui est une véritable idée d'immunothérapie cellulaire, est dans les cartons depuis une trentaine d'années et a finalement réussi à émerger grâce à une cible assez précise dans les maladies hématologiques type lymphoïde et en particulier les lymphomes agressifs. Et vous voyez ici que la cinétique, la vitesse d'approbation de ce type de thérapie en Belgique, avec le premier traitement validé en 2019 pour les jeunes patients atteints de leucémie lymphoïde aiguë, et puis, à partir de mars 2021, l'arrivée sur le marché de thérapies cellulaires d'extrême qualité, d'abord pour les lymphomes diffus à grande cellule en troisième ligne, et puis le traitement est arrivé progressivement et a gagné une ligne, et on l'utilise maintenant en seconde ligne de traitement dans la plupart des cas. On a aussi accès à un cousin, si je puis dire, pour un autre type de lymphome B, et puis très récemment, dans une autre maladie des lymphocytes B en hématologie, qui est le myélome multiple. Pour vous donner une idée du taux de l'efficacité de ce type de traitement, je vous présente ici les données qu'on avait avant ces immunothérapies très efficaces que sont les immunothérapies qui permettent d'engager ou d'activer les lymphocytes T. Donc, la première ligne classique est une immunochimiothérapie de type R-CHOP. Peut-être que vous avez déjà entendu le nom. De toute façon, ce n'est pas le plus important et c'est clairement pas le sujet de la présentation actuelle. Et si malheureusement vous faites partie des 30% des patients qui ne répondent pas au traitement, ben, avant on avait une situation dichotomique assez claire. Est-ce que le patient est éligible à la transplantation, oui ou non, c'est-à-dire un traitement de rattrapage par chimiothérapie suivi d'une chimiothérapie intensive et d'une autogreffe de cellules souches. Et les patients qui rechutaient après ça étaient assez rapidement pris en charge dans un projet palliatif. Vous voyez les taux
de réponse de ce type de traitement avec des taux de succès et des survies médianes aux alentours de 6 mois qui sont extrêmement insatisfaisantes. Aujourd'hui, de plus, nous sommes dans une ère où tous les patients ont été exposés au rituximab et donc vous voyez de nouveau ces patients qui rechutent ont une probabilité de survie sans récidive extrêmement faible, malheureusement. Qu'ont apporté les CAR-T-cells là-dedans? Vous voyez les résultats en deuxième ligne, c'est-à-dire les patients qui rechutent après une première ligne de traitement, comme je mentionnais classiquement par R-CHOP, par un assemblage de chimiothérapie avec un peu d'immunothérapie. Vous voyez sur la partie gauche de l'image la survie sans progression, sans événements liés au lymphome, à 4 ans, mais on a des données maintenant un peu plus loin, mais avec les données médianes à 4 ans de suivi montrent grosso modo 40% d'absence de rechute, qui s'approche de 40% de guérison. Et sur la partie droite, un gain en termes de survie, bien que dans le design de cette étude, pour des raisons éthiques évidentes, les patients qui rechutaient et qui avaient été randomisés dans le bras standard, c'est-à-dire exposés à de la chimiothérapie classique, pouvaient alors bénéficier immédiatement du traitement par immunothérapie cellulaire, donc par CAR-T-cell. Et donc, on atteint avec ce type de traitement un gain curatif et une différence statistiquement significative en termes de survie pour des patients, vous avez vu les courbes juste avant, dont les résultats des traitements étaient déplorables. Alors, ce type de succès se voit aussi dans les lymphomes indolents. Donc, vous savez peut-être que en hématologie, on a tendance à distinguer de manière extrêmement précise, sophistiquée, les différents sous-types de lymphomes. Il y a des lymphomes qui sont plus agressifs que d'autres et il y a des lymphomes qui sont clairement indolents, où l'intérêt du suivi à très long terme réside autant dans la durée de réponse que dans le time to next treatment, c'est-à-dire dans la durée entre un traitement et le traitement suivant, et que là, dans une population qui était lourdement pré-traitée, le temps nécessaire à avoir un second traitement qui suivait le traitement par CAR-T-cell était supérieur à 5 ans, ce qui est tout à fait remarquable. Je vous présente aussi ces DIA pour que, dans cette culture générale, vous vous rendiez compte que ce type d'immunothérapie fonctionne dans des domaines de plus en plus variés, reste aujourd'hui au sein de l'hématologie, pour les lymphomes agressifs, et c'est de ça qu'on va parler par après essentiellement, pour les lymphomes indolents, mais également pour le myélome, qui est une pathologie totalement différente. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité d'orienter, j'espère que vous aurez compris que l'idée principale de ce type de thérapie cellulaire et de thérapie génique, puisqu'on parle de modification génétique, on en parlera juste après, est de rediriger de manière efficace, performante, des cellules immunitaires effectrices, les lymphocytes T, contre le cancer, contre une tumeur en particulier, au moyen de la reconnaissance d'un antigène particulier. Et donc, les immunothérapies classiques ciblent le CD20, vous voyez en rouge, qui a une proportion, une dissémination un peu plus restreinte que le CD19, tel qu'il est présenté par tel qu'il est ciblé par les CAR-T-cells qu'on utilise en clinique quotidienne. Comment est-ce que ça se passe en pratique? Et on va voir ça dans les quelques prochaines dias. C'est une thérapie autologue, ça veut dire qu'on utilise les globules blancs du patient, qu'on doit donc les collecter, les amener au laboratoire. La modification génétique de ces globules blancs prend entre 3 et 4 semaines pour pouvoir revenir, et là en l'occurrence revenir en Belgique, pour pouvoir être réinfusé au patient après que le patient ait été préparé. Donc on prépare son corps avec 3 jours de chimiothérapie assez légère, en tout cas associée à peu d'effets secondaires, de telle manière à créer l'environnement immunitaire le plus favorable à l'expansion des nouveaux globules blancs. Et puis après, je vous expliquerai que ces patients restent en général 2 semaines avec nous, de telle manière à gérer certains effets secondaires qui sont propres. En fait,
terriblement spécifiques à ce type d'immunothérapie. Cette slide reprend ce grand concept avec le concept de la production de ces cellules. Donc vous voyez que le patient doit, évidemment, les différents médecins, l'hématologue qui s'en occupent, que ce soit l'hématologue référent, que ce soit nous ici à Saint-Luc, voit un patient qui pourrait bénéficier de ce type de traitement. Oui, il faut amener le patient dans le meilleur état de forme possible, dans le meilleur état possible au prélèvement. Et se pose alors souvent toutes des questions de comment optimiser le traitement le plus léger possible, de telle manière à ce que le patient soit en bonne forme le jour de la lecaphérèse, alors qu'il a un lymphome actif et non traité. Puis les cellules sont récupérées, la modification génétique se fait, donc on introduit à l'intérieur du globule blanc le gène qui code pour la protéine, et ensuite, ce gène est exprimé par les globules blancs et ont la capacité d'aller reconnaître le cancer et de se battre un peu comme des super soldats. Ces différentes étapes nécessitent des compagnies pharmaceutiques de très très haut niveau qui ont d'une part la capacité de modification, la capacité de génie génétique, de biologie moléculaire et de modification génétique de ces cellules, et d'autre part des capacités de logistique remarquables, puisque on doit envoyer les cellules dans un laboratoire central, en Europe ici en l'occurrence c'est près d'Amsterdam, les cellules sont modifiées et puis réenvoyées, le tout dans un délai de 3 semaines. Cette ligne du temps reprend les éléments que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt sur l'identification du patient, son référencement vers des centres de référence comme le nôtre, et puis ensuite l'ensemble du processus avec la collecte des globules blancs, leur modification et puis la réinfusion. Alors, la sélection des patients, ça c'est un élément qui est important. Par le passé, on avait une vision très dichotomique, comme je vous expliquais, avec la barrière très clairement précisée entre les gens qui étaient éligibles ou pas à des chimiothérapies intensives et une autogreffe de cellules souches. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que toute une proportion de ces patients qui étaient inéligibles à l'autogreffe sont aujourd'hui très clairement éligibles et bénéficient pleinement de ce type de traitement. Et donc, les critères de sélection ont évolué sur base de l'indice de performance, de certaines comorbidités, donc de l'état général du patient, du degré d'activité de la maladie, éventuellement de son état hyperinflammatoire, mais dans le fond, plus tellement sur l'âge. Et vous pouvez voir sur cette dia-ci que quand on prend les patients, quand on stratifie les patients, plus âgés ou moins âgés que 70 ans, on a un taux de survie qui est le même. Et de la même manière, quand on prend ici, dans l'étude que j'avais mentionnée auparavant, uniquement les patients de plus de 65 ans, vous voyez qu'on a un taux de survie sans récidive de la maladie, qui est ici de l'ordre de 45%, et qui est tout à fait similaire à ce qu'on voit dans la population qui était ultra sélectionnée pour participer aux essais cliniques. Donc, vous voyez que l'âge n'a pas d'importance, en tout cas l'âge chronologique ne peut pas constituer un critère ferme pour la sélection des patients. Par contre, l'indice de performance, c'est-à-dire l'état de fitness général du patient, à quel point il est actif dans sa journée et à quel point il est malade de sa maladie, si je puis dire, ou d'autres comorbidités, évidemment, est un critère discriminant pour la survie et pour la capacité de réponse au traitement. Vous voyez aussi que les comorbidités peuvent avoir un impact, mais dans le fond, on s'est rendu compte, et qui dit nouvelle thérapie dit learning curve très importante avec une pente élevée, puisque l'ensemble de la communauté hématologique s'est allié pour générer le savoir de la meilleure qualité possible et le plus rapidement possible, pour savoir notamment comment
discriminer et voir quelle ou quelle comorbidité représente un no-go absolu pour ce type de traitement. Et par exemple, une fonction respiratoire qui est modérément altérée n'a aucun impact sur les effets secondaires et sur la survie, qu'on a une certaine liberté par rapport aux comorbidités cardiaques, aux comorbidités hépatiques. Un élément qui est important est l'insuffisance rénale chronique, notamment parce que ça nous impose d'adapter les doses de chimiothérapie préalables et ça peut être associé à un peu plus d'effets secondaires. Mais néanmoins, des patients qui ont une fonction rénale discrètement altérée sont tout à fait éligibles et bénéficient de ce type de traitement. Donc, j'espère que je vous ai convaincu que ces éléments d'éligibilité ont radicalement changé au cours des 5 dernières années entre la dichotomie éligible ou pas pour l'autogreffe de cellules souches et que l'exclusion automatique sur base de l'âge chronologique n'est certainement pas un bon choix. Les critères majeurs sont l'état de performance générale, les comorbidités sévères et très clairement le statut neurocognitif. Donc, des patients qui sont âgés avec un début de maladie neurodégénérative, type syndrome parkinsonien, type démence et en particulier la maladie d'Alzheimer, eux risquent de souffrir bien plus que de bénéficier de ce type de traitement parce qu'il y a une certaine neurotoxicité, certains effets secondaires neurologiques qui sont associés et qui peuvent déséquilibrer une situation au préalable contrôlée. Un des challenges qui est important pour nous, hématologues, au sens de communauté, avec l'ensemble de nos collègues, quel que soit le centre dans lequel ils travaillent, est la capacité d'identification précoce des patients, parce qu'on sait que au plus rapidement on peut les faire rentrer dans ce type de programme, au plus les patients en profitent. Pourquoi? Parce que les différentes lignes de chimiothérapie abîment la fonction lymphocytaire et donc donnent des produits finaux de thérapie cellulaire par CAR-T de moindre qualité. Cette dia permet d'introduire un concept qui est un concept important pour l'ensemble des acteurs dans ce type de traitement et pour tous nos collègues, internistes, radiothérapeutes, évidemment hématologues, pour le médecin traitant, puisque vous vous souvenez qu'il faut entre 3 et 4 semaines pour fabriquer ces super globules blancs. Et 3 ou 4 semaines, chez un patient qui a un lymphome agressif non contrôlé et réfractaire à la première ligne de chimiothérapie, c'est parfois très long. Et donc, il faut avoir une stratégie de traitement qu'on appelle le bridge pour aller de la lecaphérèse, donc de la collecte des globules blancs, à la réinfusion et permettre aux patients, premièrement, d'arriver vivants. Deuxièmement, avec la plus faible masse tumorale possible. Pourquoi? Parce que vous voyez ici que une faible masse tumorale, ici en vert, est associée à un nettement meilleur résultat qu'une charge tumorale importante, surtout si elle est associée à l'envahissement de sites extraganglionnaires. En plus de ça, une plus faible charge tumorale permet d'avoir moins d'effets secondaires. Alors, au quotidien, comment est-ce que ça se passe? Donc, on a parlé de la sélection du patient, de la lecaphérèse, de la modification génétique des cellules. Tout ça s'est passé et tout ça s'est bien passé. Le patient est hospitalisé 5 jours avant la réinfusion des cellules. Pourquoi? Parce qu'on va l'exposer à 3 jours de traitement qui mettent en condition son corps. On parle de conditionnement lymphodéplétif, de telle manière à créer un micro-environnement immunitaire le plus favorable possible à l'expansion de ces globules blancs lorsqu'ils auront rencontré leur cible sur la tumeur. Ce type de chimiothérapie est extrêmement bien supporté au quotidien, mais peut avoir un certain impact et en particulier donner des neutropénies, c'est-à-dire que les globules blancs sont trop bas et les patients sont sont à risque d'infection opportuniste ou d'infection sévère, d'autant plus que les patients lymphomateux, c'est comme ça pour toutes les autres indications, mais donc les patients hématologiques ont en tant que tels déjà un système immunitaire soit malade, soit abîmé. Ensuite, les patients restent 2 semaines en hospitalisation. C'est vraiment la partie très courte, la partie très précoce. Et en général, le premier mois post-traitement, post-CAR-T est déterminé comme la partie précoce
post-traitement, et puis après, on évolue vers le moyen terme et vers le long terme. Il est important de mettre en condition nos patients au préalable, et ce sont tous les programmes de préhabilitation qui ont fait leur preuve, en collaboration avec les kinés, les diététiciens, les psychologues et les autres collègues spécialistes d'organes pour optimiser la fonction respiratoire et la fonction cardiaque. Pourquoi? Parce que le patient va être exposé à de nouvelles toxicités qui correspondent à un véritable shift paradigmatique, puisque vous savez que, et Dieu sait si en hématologie on en voit beaucoup, des toxicités qui sont liées aux chimiothérapies, des toxicités sanguines, hématologiques, les globules blancs, les plaquettes qui sont trop basses, des problèmes digestifs, des problèmes cutanés, mais ceux-ci ne sont absolument pas à l'avant-plan chez les patients qui bénéficient d'un traitement par Carticel, mais plutôt deux types de réactions inflammatoires que sont le syndrome de relargage de cytokines, qui apparaît assez rapidement et qui est véritablement l'effet collatéral du combat entre les superglobules blancs et le lymphome et la tumeur. Donc, c'est ce qu'on appelle un CRS, un syndrome de relargage cytokinique, qui va donner de la fièvre chez 3/4 des patients. Donc, 3/4 des patients, mais seulement un patient sur 5 aura éventuellement besoin d'une collaboration avec les soins intensifs, puisque la fièvre peut parfois être tellement intense que la tension artérielle diminue, le rythme cardiaque augmente, il y a un certain besoin en oxygène et qu'il faut une surveillance accrue aux soins intensifs. Ensuite, cette inflammation peut transiter du corps vers le système nerveux central et avoir un impact de nouveau sur un gros patient sur deux, enfin, une proportion environ d'un patient sur deux, mais avec une sévérité qui est différente, qui va de la confusion, et c'est très impressionnant pour les patients, c'est très brutal. J'ai souvent des patients qui, le matin, téléphonent, font un appel vidéo par WhatsApp avec leur famille, font des mots croisés ou jouent à un jeu vidéo quand c'est jeune, et puis le soir, ils savent plus vous dire comment ils s'appellent, où ils sont, dans quel hôpital. Donc pour eux, parce que souvent ils s'en rendent compte, en tout cas au début, c'est paniquant, mais pour la famille, c'est très impressionnant. Et là, il faut leur demander de nous faire confiance. On a l'habitude de gérer ces problèmes. C'est transitoire, réversible dans l'immense majorité des cas. Les seuls cas où il n'y a pas de réversibilité, c'est quand il y a une lésion qui est constituée et associée, mais ce n'est pas comme un AVC. Donc, il n'y a pas de lésion permanente qui se constitue sur un ICANS. 95% des patients récupèrent, quoi. Dans les formes sévères, ça va parfois jusqu'à la crise d'épilepsie, dans moins de 10% des cas, et les patients doivent alors être surveillés aux soins intensifs. De nouveau, la récupération est totale, et je vois fin de semaine 2 patients en consultation qui ont fait grosse crise d'épilepsie pendant un nombre très limité de jours, 4-5 jours aux soins intensifs, et qui ont totalement récupéré. On parle d'une patiente de 68 et d'une patiente de 76 ans qui ont récupéré l'ensemble de leurs fonctions cognitives et qui s'occupent avec plaisir de leurs petits-enfants. Ces deux éléments, donc le syndrome de relargage cytokinique et la neurotoxicité, constituent les deux éléments principaux. Mais à ceci s'associe une certaine toxicité hématologique. Alors, sans rentrer dans 1000 détails, c'est en partie associé à la chimiothérapie préalable, en partie associé à la sévérité du syndrome inflammatoire après les carticelles, en partie associé à la maladie en tant que telle. Mais donc, ça fait partie du suivi ultra spécialisé de ces patients dans la gestion et dans la prévention, évidemment, des complications de cette aplasie, qu'elles soient au niveau des plaquettes ou au niveau des globules blancs. Nous avons discuté de manière assez claire de l'impact sur le système immunitaire, non seulement à cause du traitement lymphodéplétif, donc de la chimiothérapie juste avant les carticelles, mais également des carticelles en tant que telles qui vont cibler un antigène du lymphome, qui est un antigène qui est commun à la lignée B, donc ça veut dire qu'il y aura aussi une aplasie de ces cellules B, qui est un effet
collatérales de ce type de traitement. Et on sait que la reconstitution immunitaire, sur le plan des lymphocytes T, des lymphocytes B et de la capacité de production d'immunoglobulines, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je lui demanderai très aimablement de le couper. Donc, on a pu documenter au cours des derniers mois que la qualité de la reconstitution immunitaire, ou pour le dire autrement, les patients qui n'ont pas de reconstitution immunitaire à 12 mois avaient un risque plus élevé de rechute. Et ça se comprend du fait que les CAR-T s'inscrivent dans un écosystème immunitaire plus large que uniquement les cellules génétiquement modifiées, et que les patients qui restent avec un système immunitaire très malade, très défaillant, perdent une capacité de pression naturelle sur le cancer. Alors, là, on vient de discuter de toxicité. Ce type de traitement peut être associé à une certaine mortalité, une mortalité toxique, donc non-relapse mortality, une mortalité qui n'est pas liée à la rechute. Celle-ci est relativement faible et vous pouvez voir sur la partie droite un élément particulièrement intéressant. Donc, on a l'impression, sur ces données américaines, qui sont des données rétrospectives, que les patients de moins de 60 ans ont un peu plus de rechute et moins de mortalité toxique, donc liée au traitement. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont typiquement un peu plus fit, avec une meilleure réserve que les patients à droite de l'image, qui semblent, les patients de plus de 60 ans, qui semblent avoir une meilleure réponse au CAR-T, avec moins de rechute et un peu plus de mortalité. Et donc, tout l'enjeu dans cette population est de faire bénéficier au maximum cette rechute qui a l'air d'être un peu moins importante, en minimisant au maximum, évidemment, les éléments de mortalité associés à ce type de traitement, de telle manière à ce que l'effet net soit positif sur la survie de ces patients. Et ça me permet de rentrer dans une dissection un peu plus fine, un peu plus précise de l'origine de la mortalité de ce type de traitement. La mortalité précoce au cours du premier mois est très faible, et l'essentiel de la mortalité est vu à plus long terme, et elle est essentiellement, pour 50% des cas, drivée par donc menée par des problèmes infectieux. Donc vous voyez ici que quand on prend les infections, qu'elles soient virales, bactériennes ou fongiques, alors en fait essentiellement virales ou bactériennes, les infections fongiques restent relativement rares dans les maladies, enfin chez les patients ayant été traités par CAR-T-cell. On a besoin d'avoir des stratégies de prévention efficaces, extrêmement rigoureux, et on en parle à chaque consultation avec nos patients, de telle manière à minimiser au maximal cet impact-là. Et vous pouvez voir en plus que les patients qui ont été traités par ce type d'immunothérapie cellulaire ont payé un lourd tribut à la pandémie de Covid-19. Sans rentrer dans les détails, le taux de toxicité est plus ou moins dépendant du type de produit, du type de CAR-T-cell qu'on utilise, mais vous voyez que cette portion bleu marine reste globalement dominante partout. On a pu aussi être inquiet par rapport au fait que les CAR-T-cells, comme vous l'aurez compris, sont un nouveau type de thérapie génique, et que les thérapies géniques ont été par le passé, en tout cas dans certains cas, associées à l'émergence de second cancer, de nouveaux cancers. Et ces éléments ont été scrupuleusement étudiés et font encore aujourd'hui, naturellement, l'objet d'une surveillance extrêmement précise. La survenue de second cancer reste rare. Et l'élément principal à retenir est que le facteur de risque principal de la survenue de ces seconds cancers, en particulier les cancers hématologiques, donc des syndromes myodysplasiques ou de leucémie aiguë secondaire, sont essentiellement liés au nombre de traitements que les patients ont eu par le passé. Et que quand on a un patient qui a été
exposé à 1, 2, 3 lignes de chimiothérapie, l'arrivée à 5 ou 10 ans d'une pathologie de la cellule souche en hématologie, que ce soit un syndrome myélodysplasique ou une leucémie, est liée à l'exposition multiple à des traitements génotoxiques que sont les chimiothérapies conventionnelles, bien plus que à ce type de traitement par thérapie cellulaire. Donc, on arrive doucement à la fin de cet exposé visant à évoquer les généralités sur ce nouveau type de thérapie cellulaire et génique. Vous aurez compris que l'important, un élément crucial réside dans l'identification rapide des patients. Pourquoi? Parce qu'au moins il y a eu de traitement préalable, au mieux va fonctionner la thérapie cellulaire d'une part, et au moins il y aura d'effets secondaires à court et long terme d'autre part, que c'est une thérapie qui est autologue, c'est-à-dire que l'on prend les globules blancs du patient, qu'on les modifie en laboratoire et puis qu'on les réinjecte après un délai de 3 à 4 semaines. Au moment de la réinjection, les patients sont exposés à une courte chimiothérapie avec peu d'effets secondaires. Les patients restent avec nous pendant 2 semaines, de telle manière à contrôler les effets secondaires associés à la réaction inflammatoire générale, que sont le syndrome de relargage cytokinique et la neurotoxicité. Et puis le suivi à long terme est extrêmement rigoureux en particulier dans le suivi et la prévention des infections. Ce traitement est utilisé aujourd'hui de manière routinière, de manière hebdomadaire au sein de notre service, qui est un gros service de thérapie cellulaire de ce type-là en Belgique francophone, et qui permet à des patients qui avaient ce type de capacité de réponse au traitement de les faire passer sur la courbe bleue que vous voyez et d'atteindre des taux de guérison de l'ordre de 40% à 4 ans. J'espère que ça vous a intéressé et je me réjouis de découvrir vos questions. Merci Guillaume. Donc, on tient à remercier nos sponsors, donc Gilead et Kite, qui ont permis donc de concrétiser cette activité. Tout à l'heure, Guillaume, j'ai l'occasion de lire déjà, parcourir quelques questions. On nous demandait si il y a un risque de réactivation de certaines pathologies, infections chez ces patients en les soumettant à ce type de pathologie. Alors, on a pu, effectivement, alors les réactivations, et en particulier les réactivations virales, sont essentiellement liées à un gros déficit de la fonction T, ce qui est moins le cas dans ce type de traitement. Néanmoins, il y a différentes données qui montrent que sur le plan biologique, on a des réinfections CMV, des réactivations ou des infections CMV, mais que, comme vous le savez probablement, l'infection CMV, c'est-à-dire la présence de l'ADN viral dans le sang, n'est pas toujours associée à un impact clinique, et que la signification clinique de ces réactivations ou de ces infections CMV ne débouche que de manière exceptionnelle sur des maladies à CMV, c'est-à-dire à des infections d'organes qui sont liées au CMV en tant que tel. Et donc, ça fait des traitements qui sont assez rares, qui sont rarement nécessaires. Mais néanmoins, c'est une excellente question et c'est un problème dans certains cas. Et on a parmi nos patients traités un patient qui a souffert d'une colite à CMV, qu'il avait en fait déjà auparavant, qui a développé son lymphome dans un contexte de déficit immunitaire et dont on est maintenant, seulement après 1 mois et demi du traitement, doucement en train de contrôler complètement cette colite à CMV et il va en guérir évidemment. Mais c'est difficile de faire la part des choses entre le problème immunitaire sous-jacent et l'huile sur le feu qu'ont rajouté les corticelles. Mais néanmoins, il y a un effet qui est documenté, mais rarement cliniquement significatif. Vous êtes nombreux à remercier Guillaume pour la qualité didactique de son exposé. Je peux aller que dans ce sens-là. Merci, ça fait toujours plaisir. Alors, on nous demande une autre question. Ces thérapies, le fait qu'elles soient actuellement limitées aux hémopathies malignes, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû aux cibles spécifiques? On en est où là? Quoique, bon, ça devient plus large quand même. Donc, la facilité, si je puis dire, de l'immunothérapie dans les cancers
hémato, et en particulier dans les lymphomes, c'est qu'il y a d'une part l'accès à l'antigène, qui est un peu plus simple. Le micro-environnement est parfois moins particulier, ou en tout cas différent que ce qu'on peut observer dans les cancers solides. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce type de traitement a émergé pour les leucémies lymphoblastiques aiguës, B, des maladies qui sont par définition assez simples à biopsier, puisque on fait prise de sang, ponction de moelle. Le paysage immunitaire est plus simple à décrire. Alors, l'autre élément, qui est plutôt un élément pragmatique, c'est que on a pu documenter au cours des 25 dernières années le fait qu'on pouvait cibler la fonction B avec des immunothérapies sans faire de mal aux patients. Ça fait 25 ans qu'on utilise du rituximab, ça fait 25 ans qu'on crée des patients qui sont lymphopéniques B. On a reproduit, dans le fond, le schéma de pensée appliqué à cette immunothérapie basée sur des anticorps monoclonaux à une étape d'efficacité supérieure qui est là maintenant une immunothérapie cellulaire. L'évolution et la translation de ce type de traitement vers les cancers solides est en voie d'apparaître. Alors, d'une part, l'immunogénicité et le caractère immunosuppresseur du micro-environnement des cancers solides rend le ciblage de ce type, par ce type d'immunothérapie cellulaire un peu plus compliqué. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, il y a la diffusion des lymphocytes T qui est aussi un peu différente. Et alors, troisièmement, on se rend compte aussi qu'il y a moins un type d'antigène qui est commun à l'ensemble des cellules tumorales. Et ça s'applique aussi au cancer du sang. Donc, on a parlé que de pathologie lymphoïde ici. Mais par exemple, dans les maladies myéloïdes, on n'a pas une cible antigénique qui est commune ou qui est facilement accessible avec peu d'effets secondaires, ou en tout cas des effets secondaires acceptables. Et c'est pour ça que les CAR-T-cells ont du retard par rapport aux autres types de leucémies aiguës qui sont bien plus fréquentes, qui sont les leucémies myéloïdes aiguës. Et alors, pour compléter, on peut imaginer ça pour plein d'applications. Et donc, il y a un type de CAR-T-cell qui a été développé pour une pathologie précise infiltrative du myocarde, donc pour une maladie bénigne. Il y a les CAR-T-cells qu'on peut utiliser dans les maladies auto-immunes, de nouveau, de la même manière qu'on utilise le rituximab pour cibler la fonction B. On a des résultats absolument remarquables des CAR-T-cells pour les glioblastomes, soit infusés directement, soit infusés au sein des ventricules, puisque le paysage antigénique des glioblastomes est un peu mieux connu et un peu plus simple à disséquer. Donc, c'est difficile de répondre de manière exhaustive, mais j'espère que ça vous donne une idée générale. Merci Guillaume. Il nous reste quelques minutes, on va essayer de la valoriser. Bruno Santoni, que je salue, nous demande une idée, Guillaume, épidémiologique. Donc, on estime à combien le nombre de patients qui, à court terme, compte tenu de l'environnement belge et des critères de remboursement, vont pouvoir en bénéficier? Tu as une petite idée de ça? À Saint-Luc, on est à combien là aujourd'hui? On est à un peu moins de 60. Il y a l'échelle de la Belgique, une petite idée? Par an, on estime à une centaine de patients, je pense. Et donc, il y a du potentiel quand on voit... Tout à fait, oui. Et alors, il y a cette question de est-ce que chaque patient éligible reçoit son traitement? Clairement pas, mais pour différentes raisons de référencement, de patients qui n'ont pas envie de venir jusqu'à un hôpital. Vous savez qu'en Belgique, 25 km, c'est considéré comme beaucoup. N'est-ce pas? Parfois, oui. Et alors, une question aussi qui est tout à fait d'actualité, le manufacturing sur place, donc ici, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Je crois que tu es la bonne personne pour y répondre. Donc oui, effectivement, on a et nous sommes en train de mettre en place un laboratoire de thérapie cellulaire, mais de très haut niveau, puisque, alors je ne suis pas rentré dans les détails, mais ce type de thérapie cellulaire ne rentre pas sous la réglementation classique des produits cellulaires, mais bien sous la réglementation des médicaments. Et donc, le produit qui part de l'hôpital, ce sont des cellules d'un patient,
produit cellulaire, et quand ça revient, c'est un médicament. Et donc, la production est extrêmement stricte sur le plan pharmaceutique. C'est soumis aux règles de l'industrie pharmaceutique et de la production et du génie génétique en général. La volonté de mettre en place un laboratoire de thérapie cellulaire ici capable de produire ce genre de traitement que nous avons la chance et la charge de développer ici à Saint-Luc, ne vise absolument pas à mettre en compétition les firmes pharmaceutiques qui font ça de manière absolument remarquable pour des grands nombres de patients, mais plutôt de permettre de développer des indications de niche pour des patients qui sont soit trop peu nombreux, soit trop malades. Okay. Alors, on a une question tout à fait pertinente parce que bon, l'hématologie, elle est en plein développement. Il y a plein de nouvelles options thérapeutiques qui valorisent donc les interactions cellulaires. On pose la question, est-ce que des anticorps bispécifiques là, qui mettent en contact ce qu'on appelle les bytes dans notre langage, quel est l'avantage des CAR-T par rapport aux bytes? Brièvement, parce que bon, tout le monde ne connaît pas ça, mais... Donc ça tient en une phrase, il n'y a aucune documentation d'un patient qui a été guéri par des bytes. Ok. Voilà. Donc ça, ta réponse est claire et explicite. Et donc, mais par contre, c'est un traitement absolument remarquable chez qui il y a une progression free, donc des réponses complètes et des survies sans progression même prolongée. Mais des patients qui ont été... Donc l'avantage des CAR-T, c'est que c'est un one-shot, c'est une infusion avec 40% de guérison à la fin, alors que les anticorps bispécifiques sont des traitements au long cours qui ne peuvent pas être arrêtés, où il y a des données qui sont arrêtées, où il y a des schémas fixes sur 1 ou 2 ans, mais il n'y a pas de documentation d'un effet potentiellement curatif à long terme. Et alors, on nous pose la question, donc les patients ils auront une chute de leurs IgG. Est-ce qu'on leur donne des immunoglobulines polyvalentes? Oui, l'antibiothérapie, oui, évidemment, on les protège, mais beaucoup d'immunoglobulines? Donc la plupart des patients, pas tous, mais la plupart des patients bénéficient d'une substitution par immunoglobuline intraveineuse, soit uniquement pendant l'hiver, soit pendant toute l'année, en fonction du taux d'IgG qu'on suit, effectivement, et également de leur propension ou de leur antécédent d'infection sévère. Donc on peut s'attendre à une demande accrue d'IgG pour ces patients si on fait de... Il y a une demande, oui. Donc il y a déjà, on sait que la demande globale d'IgG est déjà sous pression, mais donc on peut s'attendre à ce qu'elle augmente encore. De la même manière qu'avec les bispécifiques. Ok. Je crois qu'on a quand même... Oui, éligibilité, on nous posait peut-être encore une dernière question. Bon, tu en as déjà largement parlé, mais pour rappeler les grands critères d'éligibilité, en bref. En bref, mais on met en général un critère d'âge parce que les patients sont rarement capables de bénéficier de ce type de traitement au-delà de 80 ans. Mais les critères d'éligibilité sont un ECOG inférieur à 2, donc un bon indice de performance, l'absence de maladies neurodégénératives sous-jacentes, ça je pense que c'est essentiel, et ça le reste pour toutes les indications. Et alors des fonctions d'organes qui ne soient pas, une dysfonction d'organes qui n'est pas rédhibitoire, quoi. Et comme tu l'as dit, si on pense qu'un patient est éligible, il ne faut pas perdre de temps. Il faut en parler. On est extrêmement disponible. Et tu es disponible comme Xavier Poiré et toute l'équipe. Donc, il est 19h27. Bon, c'est un sujet quand même d'une très grande technicité, assez complexe, mais que je crois que tu as excellé en le rendant accessible et en le rendant particulièrement attractif et prometteur. Merci Guillaume. J'espère que cette édition du webinaire vous a plu. Désolé pour quelques petits soucis techniques au début, mais je crois qu'on a pu arranger ça. Il y a pas mal de bruit aussi autour de nous. On est en plein milieu de la faculté et il y a quelques baptêmes qui se font dans le coin. Donc, ils ont l'air de bien s'amuser. Donc, j'espère que vous avez pris plaisir. On vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une excellente soirée. On espère vous retrouver rapidement. À bientôt. Au revoir. Au revoir.